Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio. Rencontre, cohabitation, mariage et enfin bébé. Comme toutes les petites filles hétéros, j'ai grandi avec un seul idéal de vie affective possible. Pour réussir sa vie, il y a une suite d'étapes à suivre, les unes après les autres. Et pas question de faire les choses dans un autre ordre ou de ne choisir que 1 ou 2 éléments de cette liste. Pas de mec officiel, pas de bébé, c'est tout. Plus j'ai vu ma vie à moi et mes choix m'éloigner de cet horizon, plus une terreur grandissait au fond de mon cœur. Elle me disait « Tu ne seras jamais mère ». J'ai toujours su qu'un jour je voudrais un enfant, une famille, une maison en bordel où ça rigole et ça braille. Je voulais sentir la main de mon enfant dans la mienne et je voulais raconter des histoires tout doucement le soir et transmettre aussi tout ce que j'ai appris. J'ai eu la chance de connaître l'amour, mais je n'ai jamais réussi à me fondre dans le moule du couple idéal. Je me suis longtemps demandé pourquoi. J'ai cherché ce qui n'allait pas chez moi et c'était très douloureux. Pendant plusieurs années, j'ai tenté alors de me normaliser, de devenir celle que j'imaginais être avec qui on se pose. J'ai même envisagé, je vous l'avoue, de me forcer un peu le temps qu'il faut. Ces années où j'ai cherché ce qui clochait chez moi, c'était pas les plus belles de ma vie, pour le dire pudiquement. Et en vérité, rien ne clochait chez moi. J'étais juste faite pour un autre chemin. Heureusement, le féminisme et la politique et les luttes queer m'ont offert la possibilité de concevoir cet autre chemin. M'ont permis d'envisager une autre façon de réaliser mon rêve et de devenir mère. Il y a une vie en dehors du Walt Disney. Le couple et la maternité sont en réalité parfaitement dissociables. Comme vous pouvez le voir, je suis aujourd'hui enceinte de 2 enfants, que j'appellerai ici entre nous Merveille et Trésor. Et je les ai conçus avec l'aide d'un donneur lors d'une PMA. Alors maintenant, je ne vais pas vous mentir. Sortir de la norme, inventer autre chose, ça demande beaucoup d'imagination. Et depuis que je suis dans le parcours, comme on dit entre nous, 1 millier de questions très concrètes se sont présentées à moi. Comment je vais choisir un donneur? Est-ce que je vais me faire recaler par les médecins dans le centre de fertilité? Qui sera le contact d'urgence de mon dossier médical? Avec qui je vais échanger mes idées de prénoms? Parce que faire famille autrement, d'accord, mais comment? Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut plus rien. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Autant de questions aussi philosophiques, sociales que concrètes que nous allons aborder aujourd'hui avec la crème de la crème des invités. Alors, je vous présente Gabrielle Richard. Tu es sociologue et autrice de Faire famille autrement chez Binge Audio Édition. Merci d'être avec nous, Gabrielle. Merci, Judith. Camille Victorine, tu es l'autrice de ce très beau livre « Ma maman est bizarre ». Merci d'être avec nous. Et Mariama Sobi, tu es avocate et activiste. Tu es l'ancienne présidente de l'association Maman Solo, qui est une mine d'or et de ressources pour toutes celles qui essayent de faire les choses un peu différemment. Et tu es encore aujourd'hui membre du bureau de l'association. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par un autre moment émotion. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais je voudrais vous dire du fond de mon cœur un immense merci. Parce que vous toutes, chacune à votre façon, vous faites partie de celles qui permettent et qui ont permis et qui m'ont permis de construire ma vie, et puis de réaliser mon rêve. Et ça peut paraître grandiloquent dit comme ça, mais c'est juste vrai. Donc voilà, merci.
Et maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour chacune d'entre vous, faire famille autrement? Peut-être toi, Gabrielle, comme c'est le titre de ton livre. Ouais. On imagine que comme c'est le titre de mon livre, j'ai réfléchi à la question. Alors moi, le point de vue que j'ai adopté dans ce livre-là, c'est d'aller voir ce qui se passe du côté des parentalités queer, du côté des familles queer. Pourquoi c'est ce point de vue qui m'intéressait? Parce que je voulais voir à quel point il était possible, je savais qu'il était possible, mais comment il était possible et dans quelle modalité ça pouvait avoir lieu, de penser la famille et penser la parentalité en dehors des normes dominantes en matière de genre et de sexualité qui prévalent. En d'autres termes, comment on peut queerer la famille, c'est-à-dire la penser en dehors de cet impératif de filiation biologique, comment on peut être lié, être parent d'un enfant avec lequel on n'a pas de lien biologique. Comment on peut penser la famille en dehors de l'hétérosexualité, en dehors peut-être du fait de vivre à temps plein avec son enfant, avec peut-être son coparent, etc. Donc, je voulais faire famille autrement. Pour moi, c'était un peu déplier ces différentes dimensions de la parentalité et voir à quel point il est possible de s'en emparer individuellement et d'aller dans des directions potentiellement différentes là-dedans. Mariama, toi, tu estimes que tu fais partie de celles qu'on fait famille autrement? Oui, totalement, dans le sens où c'est vrai qu'on a tendance à penser on a cette obsession de la norme, alors qu'en fait, il existe tout un tas d'autres familles qui ont toujours existé, parce que, enfin, moi, personnellement, je suis aussi d'une famille matrilinéaire, et puis je sais qu'il y a tout un tas d'autres familles. J'ai toujours grandi avec des familles qui composaient, des familles notamment d'origine antillaise, où la femme a une place centrale, ce qu'on appelle la femme potomitan. Et du coup, en fait, je suis toujours assez subjuguée par cette obsession de la norme, parce que lorsqu'on voit les différentes familles qui existent, mis bout à bout, en fait, on se dit la norme majoritaire n'est pas celle que l'on croit. Et je me suis toujours demandé pourquoi le curseur allait vers les familles hétérosexuelles nucléaires, alors que finalement, comme je l'ai dit, entre les familles monoparentales qui existent, qui sont subies pour certaines, les familles les familles soloparentales qui se constituent comme la mienne, les familles queer, les femmes as qui, par la force des choses, heureusement, n'ont plus à s'imposer des rapports sexuels pour constituer famille. Mis bout à bout, oui, on se rend compte qu'on peut faire famille autrement, en dehors de cette norme qui est l'obsession générale et qui n'est pas réellement la majorité de ce qui existe. Pour préciser juste, s'il y en a qui connaissent pas, famille nucléaire, ça veut dire le cliché de la famille que la Manif pour tous a en tête, c'est un papa, une maman et 2-3 enfants maximum. Et le chien et le chien, voilà. Très important, le chien. Camille, toi, ton livre s'appelle Ma maman est bizarre. Je le remontre parce qu'il est vraiment très beau. Est-ce que c'est ça qu'on t'a renvoyé, toi, le fait d'être bizarre? C'est quelque chose que... Enfin, c'est ce qu'on t'a fait sentir sur toi, vis-à-vis de toi-même? Alors oui, énormément. Et même si ça partait pas de méchanceté la plupart du temps, etc. Mais c'est vrai que ce soit à l'école avec ma fille ou dans des situations du quotidien, on a souvent contesté le fait que je pouvais être sa mère. On m'a dit ta maman elle ressemble pas à une maman, ta maman elle est bizarre. Il y a même une dame qui avait parlé à ma fille pour lui demander si elle était perdue et s'il fallait pas que je l'amène, s'il fallait pas l'amener à une autre dame, ce qui lui paraissait sans doute plus maman. Et donc c'était un peu vexant. Ouais. Ouais. Même avec un doudou dans la main, on peut nier ma parentalité sur des préjugés, sur des clichés. Et ce livre, du coup, tu l'as fait pour elle ? Je l'ai fait évidemment pour elle, parce que c'est un livre de discussion pour vraiment ouvrir le dialogue. Il y a plein de petits sujets à discuter avec les enfants. Et je l'ai fait pas mal pour moi, j'avoue, ou pour les autres parents, les autres mères, pour dédiaboliser quand on peut avoir des regards en biais ou des phrases un petit peu piquantes, etc. Et pour se montrer tel qu'on est, que les enfants aient d'autres exemples, d'autres parents à la cool, visibles. Gabrielle, j'aimerais bien que tu nous lises l'introduction de ton livre. Je t'ai mis des petites... je t'ai délimité.
Parce que je l'ai trouvée aussi très belle et très forte. Et c'est aussi une parfaite illustration aussi de ce que ça coûte et ce que ça demande aussi comme courage de sortir de cette norme. Ma famille n'est pas une famille, du moins pas une vraie. C'est le message qu'on me renvoie souvent. Ça se joue dans des détails. Quand j'ai discuté de mon orientation sexuelle pour la première fois avec ma mère et qu'elle a pleuré parce que ça voulait, selon elle, dire qu'elle n'aurait pas de petits-enfants. Quand on a parlé à notre entourage de notre désir de faire famille, Am et moi, et que cette annonce a été reçue avec de l'excitation et une part d'inquiétude. Vous ne pensez pas qu'il va lui manquer quelque chose à cet enfant? Pas de père, pas de figure masculine? Quand une voisine considérablement âgée, surveillant le voisinage de son balcon montréalais, s'est montrée si préoccupée par la situation familiale de notre aîné qu'elle est venue sonner à la porte pour nous demander « Il est où le papa ?» Quand nous sommes allés en clinique de procréation assistée à Montréal et que le médecin nous a dit tout bonnement, après avoir pris connaissance de mes résultats de test, de toute façon, si ça ne fonctionne pas avec l'une, on essaiera avec l'autre. Comme si le fait de nous lire tous les deux comme femmes lui donnait la permission de considérer nos deux corps comme étant nécessairement disponibles pour la gestation. Quand je ne compte plus le nombre de jours où j'ai dû marcher sur, à côté de, devant des graffitis homophobes à Paris, en tenant bien fort la menotte de mon enfant de 5 ans, puis de 6 ans, puis de 7 ans, puis de 8 ans, et que je dois lui expliquer ce que ces dessins colorés signifient comme reproche à notre famille. Quand on approche notre gynécologue pour lui demander de nous accompagner dans une démarche de procréation médicalement assistée, cette fois à Paris, et que visiblement, fort mal à l'aise, il griffonne sur un papier le nom et les coordonnées d'un confrère qui, lui, fait ce genre de truc. Quand ce confrère gynécologue se vante, lors du premier rendez-vous, de ne plus faire que dans la lesbienne. Quand la médecin de la clinique d'insémination espagnole prend en note les mensurations d'âme dans l'optique de trouver un donneur qui lui ressemble physiquement. Quand je marche sur, à côté de, devant des affiches contre la PMA pour toutes, avec mon ventre engrossé, et que j'incarne à peu près tout ce que ces gens détestent ou considèrent comme inadéquat. Quand je m'installe avec ce même ventre par terre lors des cours de préparation à la naissance et que je compte les minutes avant de ne plus être entourée d'autres futures mères qui ne tarissent plus au sujet de leur féminin sacré, du petit garçon ou de la petite fille qu'elles portent, en caressant amoureusement leur bide comme si elles vivaient leur meilleure vie. Quand on doit décider, Am et moi, qui elle inscrira systématiquement son nom dans les cases paires des nombreux formulaires que nous serons appelés à remplir et qui ne seront pas adaptés à notre situation familiale. Quand Yel va déclarer la naissance à la mairie en pleurant, partagée entre la fierté d'avoir un nouveau-né en santé et la négation totale de son existence. Quand on doit accepter l'humiliation de devoir demander à 10 de nos proches de nous fournir des attestations sur l'honneur qui témoignent de son implication dans la vie de cet enfant, avec qui on lui refuse tout lien formel pendant les premiers mois de sa vie. Mariama, après, on va pas passer je vous rassure, on va pas passer toute l'heure à raconter toutes les horreurs qu'on a subies, mais il faut quand même aussi en parler. Très concrètement, dans ton cas aussi, est-ce que sortir de la norme, ça a été concrètement en prendre plein la gueule ? Alors, je dois dire que je suis chanceuse dans le sens où, à part 2 ou 3 personnes qui avaient l'air de mal comprendre mon choix parce que moi j'ai commencé à envisager cela très très tôt. Il était hors de question de toute façon que je le fasse avec un homme pour des raisons personnelles, parce que comme je l'ai dit, de toute façon je suis issue d'une famille matrilinéaire et donc la filiation se fait par la femme. La plupart des femmes sont souvent monoparentales, mais on estime par totalement hypocrisie, on considère cette soloparentalité totalement normale dès lors que l'enfant est quand même engendré dans le cadre d'un mariage et que l'homme finalement part. Bon, c'est totalement normal. Et du coup, moi, je trouvais ça totalement hypocrite et j'avais estimé que c'était mon choix, c'était de le faire seul. Et puis c'est vrai que par mon activité professionnelle, je me rends compte à quel point le couple tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il est érigé, est totalement dysfonctionnel pour de nombreuses raisons, la charge mentale qui peut peser sur la femme, les violences qui peuvent exister et surtout les nombres de plus en plus constants et assez importants de séparation qui engendrent quand même des enfants, pas tous, mais beaucoup d'enfants sont en souffrance et pour moi c'était hors de question d'imposer cela à mon enfant. Donc pour moi c'était un choix qui était clair depuis la vingtaine, mais du coup qui n'était pas compris parce qu'on estime que même si dans un couple ça se passe mal, même s'il y a une séparation, même si
il y a des difficultés, mais il y a quand même ce socle normal, ce socle logique de la famille avec la balance du père et de la mère. Et du coup, c'était très très mal compris, mais pour autant, je l'ai fait. J'ai été soutenue, à part d'autres personnes qui sont très très vite sorties de ma vie. Mais voilà. Pour moi, tout va bien. Après, on n'est pas à l'abri de quelques regards, presque de la commisération, lorsqu'on dit que on a fait l'enfant toute seule. Alors tout de suite, ça renvoie à la mère-fille des années 50. Ça renvoie au fait que je n'ai pas pu conserver un homme dans ma vie, et on regarde presque avec pitié. J'ai même eu un désolé une fois. Ben non, pas désolé, on va très très bien avec ma fille. Et en plus, elle est là ici, elle est très vive, et puis on est entouré, et il y a beau ne pas avoir de deuxième parent de sexe masculin, mais tout va bien en fait. Tout va bien. Donc je m'estime chanceuse par rapport à d'autres récits qui malheureusement sont un peu plus compliqués. Gabrielle, c'est quoi la différence entre faire famille et avoir une famille ? Alors, la différence que je fais dans mon livre entre les deux, c'est que je dis, en fait, je caricature évidemment à des fins de démonstration, mais je dis que de façon générale, les personnes cisgenres hétérosexuelles, on dit qu'elles ont des familles. Donc ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il y a cette idée d'une espèce de destin qui va se déplier de manière attendue, ou pour prendre une autre analogie, de ce tapis roulant sur lequel on met le pied dès lors qu'on est, et en fonction du sexe assigné à la naissance, bien nécessairement, ce qui est attendu de nous, c'est certains types de comportements, c'est l'hétérosexualité, puis quand on est une femme, c'est la maternité. Donc, c'est un peu cette idée de ce qui va de soi et ce qui n'est pas questionné que j'utilise quand je parle d'avoir des enfants ou d'avoir une famille. Et le comparatif que je fais, c'est avec les personnes queer, où je dis que les personnes queer n'ont pas des familles, elles font des familles, parce que leur famille ne résulte pas d'un... Puis je ne dis pas que c'est le cas pour les personnes cis hétéros, la délicatesse est là, mais les familles des personnes queer, on s'entend qu'elles font famille contre vents et marées. Donc, nécessairement, il y a un grand désir d'avoir des enfants, il y a un désir de mettre en place les ressources, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales et autres, nécessaires pour que ça puisse se concrétiser. Et donc, moi, ce que je trouve important, c'est de mettre avec ce verbe « faire », de souligner la pleine agentivité des personnes queer, mais plus largement, des personnes qui s'inscrivent en dehors de ces normes-là de binarité du genre, d'obligation de l'hétérosexualité en faisant famille. C'est un peu ce qui nous occupe cet après-midi. Camille, il y a aussi une planche de ton livre qui m'a particulièrement interpellée. Alors attendez, je vais la retrouver. Voilà, en plus elle est très très belle avec toute la galaxie autour. Ma maman et moi, on vit toutes les deux, mais on n'est pas seuls. Dans ma galaxie, il y a toute ma famille et toutes nos amis. Et ça m'a fait penser à une réflexion qu'avait Johanna Luisen, qui a écrit « Si je veux », qui est aussi un récit de parentalité alternative, où elle décortiquait l'expression « faire un enfant » toute seule, qui sous-entend en fait que dès qu'on est sans homme, on est forcément seul au monde, et que sans homme et seul sont forcément synonymes. Et cette planche-là, j'ai trouvé très belle parce que c'est exactement ça qu'elle dit aussi. C'est pas parce qu'on n'est pas dans un modèle dominant avec un ou une partenaire qu'on est forcément isolé, délaissé, seul avec ses chats. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, toi ? Du coup, c'est mon interprétation. Je vous remonte cette très belle planche. C'est Anna Vandagoguzé, au fait, qui a fait toutes les illustrations. On voit un chat d'ailleurs ici. Ah bah, il y a tout, il y a tout ce qu'on peut avoir. Moi, ce que j'ai vu en étant seule avec ma fille, c'est que il y a aussi une nécessité de s'ouvrir beaucoup plus quand même à l'extérieur que si on était une famille nucléaire classique. Donc, de toute façon, on sollicite quand même vachement les amis. Toutes les personnes qu'on peut avoir dans nos entourages, on va les voir. Enfin, ma fille a l'impression qu'elle fait partie d'un très grand groupe. Enfin, elle se sent à l'aise avec beaucoup de personnes, et elle se sent impliquée et partie intégrante d'un très très grand groupe d'amis, de collègues, etc. Et c'est chouette. Enfin, elle tire des modèles de partout. Elle ne manque pas de modèles, pas nécessairement masculins, mais c'est de toutes sortes. Et vraiment. Au contraire, j'ai l'impression que moi, qui ai eu une enfance dans une famille nucléaire, notre horizon est plus vaste, est beaucoup plus vaste, et un tissu social et relationnel beaucoup plus vaste aussi.
Mariama, toi, tu es aussi activiste des nouvelles parentalités, donc tu as été présidente de l'association Maman Solo. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est que tu es allée avec ton asso convaincre les députés les uns après les autres, quand il y avait les débats de la loi sur la PMA pour toutes, pour les convaincre ou les forcer ou les persuader ou je ne sais pas quoi, d'ajouter les femmes célibataires dans l'ouverture de la PMA. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, ce combat ? Alors c'est vraiment le terme, ces combats, parce que ça a été assez épique dans le sens où... Alors, les femmes célibataires, on l'a senti à plusieurs reprises au gré des navettes parlementaires. On était un petit peu la variable d'ajustement, à savoir qu'à chaque passage d'une chambre à une autre, on pouvait sauter. Et on a eu l'impression concrètement que le mot était placé parce qu'il fallait boucher un trou, mais que c'était pas du tout un sujet. Dans le sens où, et ça c'est peut-être une interprétation personnelle, mais l'impression qu'on a eue pendant longtemps, c'est que ils acceptaient plus ou moins, mais vraiment du bout des lèvres, les femmes célibataires, mais en partant du principe que c'était 2-3 quadras qui se battaient en duel, des femmes blanches qui n'avaient pas réussi à avoir un enfant, qui avaient mis en avant leur carrière. Des bourgeoises carriéristes. Exactement. C'est le cliché, c'est pas contre elles. Voilà. Non, mais, qui au crépuscule de leur fertilité voulaient avoir un enfant, et du coup on faisait un petit peu la charité de leur accorder cela, mais en partant du principe que c'était vraiment un épiphénomène, qui avait quasiment personne qui était concerné, et concrètement ça s'est traduit par le fait que alors on a pu voir des députés réellement, on a pu leur soumettre des amendements, mais lorsqu'il s'agissait d'être auditionnés, on estimait que non, c'était un non-sujet parce que ça concernait peut-être 3-4 femmes. Auditionner, ça veut dire être entendu par les élus. Voilà, être entendu au niveau parlementaire. Voilà. Et donc, on n'a jamais pu être entendu. Heureusement, on a pu compter sur la solidarité, la sororité de certaines filles de l'inter-LGBT pour parler en notre nom, mais sinon, on n'était pas du tout admises. Et c'est presque risible aujourd'hui parce qu'on se rend compte, après l'adoption de la loi, que finalement les célibataires sont ultra majoritaires dans les demandes. On se rend compte, et ça on a eu de cesse de le dire, que pendant tout le parcours, en tout cas pendant tous les débats, on n'arrêtait pas de dire qu'il y avait énormément de femmes célibataires depuis plus de 20 ans qui partaient à l'étranger. On n'était pas entendus, et là on se rend compte que oui, il y a plus de 54% de femmes célibataires qui sont en demande de dons, et le chiffre ne cesse d'augmenter, et donc oui, ça me paraît presque risible, mais c'est de me dire qu'on est quand même passé à ça, de ne pas être admise, parce que réellement, quand je dis qu'on était à une variable d'ajustement, c'était le cas. On était mis dans la balance, et dans les négociations, c'est voilà. Fou, c'est presque comme si pour être une femme, pour avoir une voix politique, il faudrait quand même toujours être dans un couple. Alors à la rigueur, un couple queer, on va commencer à l'accepter, mais alors si tu ne l'es pas, tu n'existes même pas. T'es même pas, les députés vont même pas vouloir t'écouter, quoi. C'est quand même ça le message derrière. Non, mais totalement. Et comme je le dis, les femmes célibataires, les mères célibataires ont toujours existé. Et je parlais de ma famille matrilinéaire, des femmes potomitans aux Caraïbes, mais quand on reste dans les frontières occidentales, du fait des guerres, hélas, le veuvage, les viols de femmes par les soldats, il y a toujours des femmes célibataires, des mères célibataires, mais c'était des situations subies. Et aujourd'hui, le fait que l'on souhaite être sujet de notre propre maternité, ça a l'air de bousculer un petit peu, parce qu'on a entendu quand même à un moment donné certains s'étouffer en disant que oulala, c'était une espèce de changement anthropologique qu'on ne pouvait pas supporter. Ben oui, mais sauf que ce changement, il existe depuis un petit moment. Lorsque je faisais mon parcours, j'ai été, parce que je pensais réellement être seule au monde à l'époque. C'était il y a combien de temps ? Il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, et la première fois que je suis allée à la clinique, donc Stork Clinique au Danemark, il y a un mur, je me rappelle encore de ce mur, où il y avait des petits papiers avec des noms et des numéros de téléphone de femmes disant, voilà, je suis passée par là, tu peux m'appeler si tu le souhaites, etc. Et ça a été réellement, une espèce d'épiphanie, si je peux me permettre l'expression, où je me suis rendu compte que, voilà, on existait. Et c'est aussi tout le but de Maman Solo, et aussi d'une autre association que l'on a cofondée récemment, les Diverselles, c'est de pouvoir démontrer que
on est là, on existe, de créer un réseau de solidarité, parce que c'est bien beau de construire sa famille, de fonder sa famille, mais lorsqu'on est dans son coin, même si on a cette galaxie de personnes autour de nous, et j'aime bien le mot galaxie parce que je m'y retrouve totalement, c'est bien qu'on puisse aussi échanger avec d'autres femmes, qu'on puisse s'entraider, que nos enfants aussi se rencontrent. C'est aussi l'objet de la deuxième association, c'est de pouvoir créer aussi des festivals, des salons, pour que les enfants puissent se rencontrer et qu'on puisse visibiliser nos familles, surtout, de montrer qu'il y a une expérience sociale qui existe hors de ce qu'on nous montre généralement. Aujourd'hui, donc, comme tu le disais, 54% des demandes de PMA dans le circuit légal, dans le circuit officiel, sont issues de femmes qui ne sont pas dans des situations de couple. Qu'est-ce que ça dit de notre société et du modèle qui est soi-disant majoritaire? Je ne sais pas si vous avez... Gabrielle, je te vois... Alors, je peux en dire beaucoup de choses. C'est intéressant que tu aies évoqué le fait qu'on parle souvent de est-ce qu'il y aura un changement de paradigme, un changement anthropologique profond, etc. Quand on regarde la manière dont les familles se sont constituées à travers les époques, à travers les sociétés, les cultures, etc., on voit que la famille nucléaire, elle est l'exception. Elle est, enfin, Amandine Gay parle d'une anomalie au regard de l'histoire de l'humanité, pratiquement. Donc, c'est particulièrement paradoxal, enfin, sur le plan sociologique, qu'on s'y réfère constamment comme étant ce qui devrait avoir lieu, alors que ça correspond justement à un petit moment, une petite parenthèse au gré de cette histoire qui, au final, est beaucoup plus large et beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus magnifiquement diversifiée que ça. Oui, tout à fait. Amandine Gay, donc, qui a écrit un livre vraiment extrêmement intéressant, si ces questions vous intéressent, qui s'appelle « Une poupée en chocolat », qui part de l'adoption, mais qui en fait parle de toutes ces questions de famille. Quel est le prochain combat, du coup, de l'asso? Vous aviez œuvré pour faire passer cette loi. Maintenant qu'elle a été votée, c'est quoi le prochain combat? C'est qu'elle soit réellement appliquée? Parce que sur le terrain, hélas, celles peut-être qui connaissent savent que c'est ouvert à toutes les femmes, mais en réalité, c'est encore très compliqué. Sur le terrain, c'est très très compliqué parce que beaucoup de femmes sont confrontées, on va dire, aux réticences, aux réserves personnelles de certaines personnes, parce que finalement, elles ont affaire à des êtres humains avec tous leurs préjugés. Et on se rend compte que c'est extrêmement compliqué pour certaines personnes de pouvoir avoir accès, dans le sens où la loi dit que c'est ouvert aux femmes de 18 à 43 ans, enfin, voire 45 pour le transfert d'embryon. Mais dans les faits, une femme de 25 ans qui est totalement installée, qui est sûre d'elle, qui a réfléchi à son projet, va se voir opposer son âge. Une personne asexuelle qui n'a pas de désir sexuel, et j'ai envie de dire pire, entre guillemets, lorsqu'elle est aromantique, on va lui reprocher cela parce qu'il y a une pathologisation de cette situation. Certains ne comprennent pas qu'il s'agit d'une orientation sexuelle et donc on va leur renvoyer cette anomalie. Et du coup, on se retrouve avec une situation où finalement la loi ne serait tolérée que pour les femmes entre 30 et 35 ans, avec un CDI, 100 mètres carrés, en plein Paris, etc. Enfin, je grossis le trait, mais voilà, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, nous, notre combat aujourd'hui, que ce soit pour Maman Solo ou pour l'autre association Diverselle, c'est vraiment de rendre effectif cette loi et puis surtout de montrer que nos familles existent, parce que bon, la loi, elle est là, nos familles sont là, mais il faut pouvoir permettre qu'on normalise en tout cas nos existences, qu'on fasse en sorte que... je me permets de t'interrompre parce qu'il y a une question importante à poser. Que faire? C'est une question un peu pratique, mais auprès de qui se retourner ou que faire quand on veut bénéficier d'une PMA et que notre dossier est refusé? Alors on peut saisir le défenseur des droits. Sinon, il y a aussi... On peut aussi vous écrire à Maman Solo? Oui, alors, parce que en fait, il y a le défenseur des droits, il y a aussi des recours juridiques, mais concrètement, aujourd'hui, on essaie on peut aussi dans un autre sécos, parce que chaque centre de fertilité a ses propres règles, donc oui, on n'est pas recalé sur toute la France. Exactement. Mais nous, justement, on est actuellement dans une phase de discussion
puisque l'association travaille main dans la main avec certains sécos, ceux qui veulent bien discuter avec nous, et on essaie de faire changer les pratiques. On intervient, on a eu l'occasion de réaliser des webinaires pour ne serait-ce que leur dire qu'il y a différents types de profils, parce que comme je le disais tout à l'heure, on part du principe que le profil type, c'est la quadra de 40 ans, excuse-moi, la quadra oui. Blanche parisienne, et on essaie de leur démontrer qu'il y a vraiment tout type de profil et qu'on peut. Donc les recours, c'est vous écrire ou saisir le défenseur des droits. Voilà, et surtout s'armer de patience, j'ai envie de dire, ou alors aller à l'étranger malheureusement. De vous interrompre, on se retrouve dans une toute petite minute. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander comment faire famille autrement, que ce soit de façon très concrète ou très philosophique. Gabrielle, tu écris dans ton livre que la grossesse est une expérience fondamentalement queer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est potentiellement quelque chose qu'on entend rarement, justement parce que la grossesse est associée aux femmes cisgenres par définition dont on s'attend qu'elles soient hétérosexuelles. Donc, on a rarement l'occasion d'agencer les termes grossesse et queer. Ce que je voulais mettre en évidence, simplement, c'est que la grossesse, avant d'être une expérience genrée, enfin, la grossesse est toujours présentée comme une expérience de femme. Et ce que les parentalités queer nous montrent, c'est que l'expérience de la grossesse est avant tout une expérience du corps. C'est le corps qui vient à changer, c'est les organes qui viennent à se déplacer pour laisser la place à tout ce qui se passe au sein de notre corps et de notre utérus. Et donc, a priori, ce qui me semble intéressant, c'est le parallèle qu'on a tendance à faire quand on parle de famille entre, d'un côté, le fait qu'il faille des gamètes dites complémentaires pour concevoir un enfant. Donc, pour faire un enfant, de toute évidence, il faut des ovocytes, il faut des spermatozoïdes. Mais le pas qu'on franchit et qui n'a pas lieu d'être franchi, c'est de se dire, à partir de cette complémentarité biologique, nécessairement, il faudrait une complémentarité des rôles dans la parentalité. Donc, à partir du fait qu'il faut des spermatozoïdes, il faudrait nécessairement, en l'occurrence, un papa ou un père ou un homme cisgenre qui serait dans le portrait, qui serait nécessairement impliqué. Et donc, ce pas qui est franchi, il est fallacieux, il n'a pas lieu d'être. Oui, il y a des configurations où il peut y avoir un père et une mère cisgenre et grand bien leur en face. Mais ce qu'on voit, c'est qu'a priori, les familles sont beaucoup plus éclectiques que ça et sont souvent, on en a parlé tout à l'heure, mais sont souvent en décalage par rapport à cette filiation biologique où il peut y avoir, par exemple, plusieurs personnes, 3 personnes, 4 personnes qui jouent ce rôle de parent social sans nécessairement avoir ce lien biologique avec l'enfant. Est-ce que pour autant, ça en fait moins des parents? Non, évidemment. Camille, je vais te refaire travailler. Il y a une autre planche de ton livre que j'aimerais celle où il est écrit « Ma maman lui demande souvent si elle est une fille ou un garçon. » Ah voilà, trop belle, avec le grand manteau, j'adore. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette planche, c'est que le rôle de mère, de maman, c'est aussi un moment où les injonctions de genre te tombent sur la tronche, mais puissance 125 milliards. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté dans ton expérience ? C'est évident que quand on est la mère, on attend beaucoup de choses de nous, des choses qui sont normales, qu'on peut donner, qui vont de soi, de l'amour, du soin, de l'éducation. Mais aussi, c'est vrai, moi, ce que j'avais vu et qui à chaque fois me froissait, toujours cette notion de sacrifice aussi qui est attendue de la mère, contre laquelle je suis. La première fois que j'ai confié ma fille à sa grand-mère, pour une semaine, j'étais trop contente. J'ai fait la fête non-stop, c'était génial. Et elle m'a dit, très concernée, ça a dû être dur, hein, t'as manqué. Et non, évidemment que je l'aime, etc., mais pas besoin d'aller au-delà et de montrer les grandes eaux, le sacrifice, que si on me la prend une après-midi, elle va me manquer. Non, j'aurais fait plein de trucs très cool pour moi et je pense que réussir à créer une nouvelle forme de parentalité, maternité, qui soit pas nécessairement sacrificielle, qui soit pas à montrer à tout le monde qu'on en fait des caisses, que l'enfant passe tout le temps avant nous, qu'on s'oublie, alors que c'est souvent demandé, c'est attendu. Moi, parfois, je dis que je me sacrifie pas pour ma fille. Ça peut choquer, ça peut froisser, quoi. Ça passe pas très bien. Ou
encore plus loin, si je pousse le bouchon, je peux dire que je la fais pas passer avant moi. Ouh. Vraiment, je la fais passer avec moi. Enfin, elle s'insère dans ma vie, je m'insère dans la sienne, mais je crois que j'ai pas fait une hiérarchie. Et je ne m'oublie pas dans la parentalité. Et pour certains, c'est presque un truc un peu crispant, quoi. Ça va trop loin. Mais oui, donc évidemment, on entend énormément de choses de la mère. Faut voir si on arrive à poser des jalons, des limites pour qu'on nous en mette pas plein le nez, quoi. Ouais. Gabrielle? Une manière que j'ai trouvée intéressante d'illustrer justement à quel point quand on vit une grossesse, on se fait associer, mais de façon paroxystique au féminin, c'est d'aller m'intéresser à l'expérience de grossesse des personnes qui ne sont pas des femmes ou qui ne sont pas des femmes d'expression de genre féminine. En l'occurrence, bon, des personnes trans qui peuvent porter un enfant ou des personnes non-binaires, mais l'exemple que j'ai envie d'évoquer cet après-midi, c'est l'exemple de personnes, donc de femmes cisgenres, lesbiennes, mais d'apparence plus masculine, qui pourraient s'auto-qualifier de butch. Alors, en l'occurrence, j'en ai interviewé plusieurs qui me racontaient leur expérience et qui me disaient, moi, enfin, il y en a une, je me souviens exactement de ces mots, qui me disait, moi, tu sais, Gabrielle, généralement, quand on voit une femme enceinte dans la rue, bon, on est attendri, on lui fait un petit sourire, on a envie de lui céder sa place dans les transports en commun, on le fait pas toujours, mais on a peut-être envie. Et puis, cette personne que j'interviewais me disait, moi, jamais je n'ai vécu ça. Jamais je n'ai ressenti, j'étais de l'autre côté de ce regard attendri. Pourquoi? Parce que je crois qu'on me lit non comme une femme enceinte, mais comme un homme gros. Parce que socialement, ben voici, je me présente, je porte une salopette, j'ai les cheveux courts, etc. Et on a tellement cette idée, cette association entre la personne enceinte qui serait une femme et qui porte, vous savez, ce fameux T-shirt écrit « Ici, bébé en construction », etc. Donc, on a ces stéréotypes qui, on en rigole, mais qui sont omniprésents et qui construisent ce qu'on se représente de la maternité. Et dès lors qu'on déroge de ça, mais par défaut, on est presque plus lu, on est plus intelligible comme étant des personnes enceintes dans nos sociétés. Alors, autant ça peut être lourd d'être vu comme tel et toujours lu à travers ce prisme d'être une personne enceinte, autant ça peut être pénible ou complexe de naviguer la position inverse. Il y a un roman graphique que j'ai découvert dans ton livre, d'ailleurs, ça s'appelle The Pregnant Butch, je crois, qui est incroyable à ce sujet, si ça vous intéresse. En introduction de ton livre, Gabrielle, tu donnes une définition du queer par Bell Hooks, qui est queer, pas pour désigner avec qui tu as des relations sexuelles, bien que ça puisse en faire partie, mais queer pour référer au soi qui est en décalage avec tout ce qui l'entoure, qui doit inventer et trouver une place à laquelle parler, vivre et s'épanouir. Est-ce que si on se base sur cette définition, on peut considérer que nous ou moi, c'est une question que je pose pour moi, hein, les solas, j'aime bien nous appeler les solas plus que les solos, qui sont hétéros, on fait quand même partie de ce mouvement queer? Alors, je répondrai en deux temps. De toute évidence, si je te prends par hasard en un exemple, Judith, donc tu n'es pas, a priori, jusqu'à preuve du contraire, une personne queer. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ta posture n'est pas une posture de queerer la famille. C'est-à-dire que tu es dans ton action, dans ce que tu mets en place et la famille que tu es en train d'élaborer. Tu viens queerer la famille, c'est-à-dire que tu viens questionner justement ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, le fait que est-ce qu'il faille nécessairement un couple hétérosexuel qui cohabite, qui sont coparents, qui sont codépendants financièrement pour concevoir et élever un enfant de façon optimale. Enfin, ta posture, c'est de dire non. Et ce que tu mets en place, c'est de prouver le fait que c'est pas nécessaire. Et donc effectivement, si on s'intéresse à ce que veut dire queerer quelque chose, enfin, le terme queer est un terme éminemment complexe. On peut y consacrer des dizaines d'heures à l'université. Mais si je résume ça de façon un peu raccourcie en une phrase, queerer quelque chose, c'est regarder cette chose-là par le prisme de la manière dont elle fait la promotion de l'hétérosexualité et de la binarité du genre. Donc, si on prend cette définition-là, effectivement, ce que tu mets en place, c'est ce que d'autres parents, solo ou sola, mettent en place. Effectivement, ça queer la famille. J'aime bien cette distinction de être ou d'avoir une démarche, parce qu'on peut ne pas être queer et avoir une démarche qui va dans le sens du queer. C'est intéressant cette distinction. Une question on me pose souvent et que j'aimerais du coup aussi vous poser, qui est peut-être un peu plus personnelle, c'est comment vous avez su que vous vouliez être mère ou parent? Est-ce que vous l'avez toujours su, Mariama? Alors,
Comme je l'ai dit, je suis issue d'une famille matrilinéaire. Donc, en fait, ça allait de soi. Ça allait de soi que je fasse un enfant. C'est un peu horrible à dire, mais il y a une espèce d'injonction à la maternité. Et des tout petites, on nous fait comprendre que de toute façon, oui, il va falloir quand même transmettre et que la transmission se fait par les femmes. Donc, je l'ai toujours su. Mais c'est vrai qu'après, adolescente, bon, je m'interrogeais parce que la question est de savoir que, oui, je devais faire un enfant, mais avec qui, sachant que je savais, tout en ayant des relations un peu plus tard avec des hommes, je me rendais bien compte qu'il était hors de question de le faire avec un homme, et la réflexion s'est faite de savoir comment le faire. Mais, parce qu'à l'époque, je ne savais pas du tout qu'on pouvait le faire hors des circuits classiques de la couette, donc, mais... Voilà. Mais du coup, oui, je l'ai toujours su en fait au fond de moi. Est-ce que c'est un processus biologique? Je n'en sais rien, mais clairement, c'est un besoin. C'est un désir qui a été induit. Là, voilà, c'est une certitude. Et puis après, bon, j'ai découvert par certaines autrices qu'il y avait une possibilité d'avoir un Monsieur Paillette. Et voilà. Et voilà, maintenant, mais oui, je l'ai toujours su. Est-ce que tu dis certaines autrices, est-ce que tu te souviens d'un livre qui t'a frappé ou qui t'a ouvert les yeux? Alors, le tout premier, c'est peut-être une tarte à la crème, mais c'était, je crois que c'est Guillaume Medfort, voilà, oui, c'est elle, hein, de rue 89, ouais, oui. Voilà, et du coup, j'ai découvert comment on faisait, oui, par A plus B, parce que pour le coup, c'est la première fois que je découvrais cette possibilité, sachant que j'entendais souvent des femmes, voilà, faire des enfants seuls, mais en piégeant entre guillemets un type, et pour moi c'était moralement inacceptable, et là c'était réellement la première fois que j'entendais cette possibilité de pouvoir le faire en passant par la médecine. Voilà. Et toi Camille? Moi aussi, curieusement, j'ai toujours voulu des enfants. Alors, mais depuis l'adolescence et tout, je m'étais toujours imaginé transmettre et tout, et ça j'ai pas eu tort. Je m'éclate vraiment je parle beaucoup. Enfin, on a tellement de choses à transmettre. La nouvelle génération est tellement mieux que nous. Enfin, non. Vraiment, c'est cool ce côté-là. Après, tu vois, je m'imaginais avec peut-être 2 enfants. Enfin, ben non. Hein. Pour le coup, j'arrête vraiment à 1 et je me relancerai pas dans le processus, non. Et toi, Gabrielle? Je pense que mon parcours personnel est à l'image du parcours de beaucoup de personnes queer que j'ai entendues, c'est-à-dire que je me suis rapidement projetée quand j'étais enfant dans la parentalité ou dans la maternité. D'une part parce que c'était, enfin, on m'encourageait, on me disait que j'étais habile avec les enfants, etc. Fait que c'est un truc qui était valorisé chez moi. Puis quand j'étais ado, jeune adulte et que j'ai commencé à me questionner sur mon orientation sexuelle, je me suis dit, ah non, alors... Je pensais que j'étais face à une impasse où je me disais, OK, si je suis lesbienne comme je pense l'être, ça veut dire que je pourrais pas avoir d'enfant, comme s'il y avait un choix ou un autre et qu'il fallait que je choisisse mon chemin de vie. Et donc, ça a pris un certain moment à réconcilier tout ça, mais à part cette petite pause enfin, où j'ai eu besoin de représentation puis de me projeter dans des modèles qui étaient semblables aux miens, sinon, oui, ça correspond à quelque chose que j'ai vu de longue date dans mon parcours de vie. Le temps file, mais j'aimerais quand même qu'on aborde une notion importante sur la fin de notre conversation, qui est celle de la famille choisie et de la famille hors de l'enfant. Parce que je pense qu'il y a aussi un grand nombre de personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants, mais qui sont à la recherche aussi de communauté, de liens forts, de solidarité, de l'amour que peut apporter des proches et une famille. Une question peut-être très concrète, mais comment faire pour se constituer sa famille choisie? Quand tout le monde enfin pas tout le monde, mais quand une grande majorité des gens sont encore aspirés par le modèle normatif, comment on se bat contre cette force de gravité-là? Ben, j'ai envie de dire que les deux ne sont pas inconciliables, c'est-à-dire qu'on peut se doter d'une famille choisie. Alors, une famille choisie, c'est quoi? C'est un regroupement de personnes qui ont croisé notre chemin et avec qui on partage de l'engagement, de l'encouragement, de l'amour, etc. C'est un modèle on appelle ça famille choisie. C'est initialement, enfin, c'est très présent dans les communautés queer. Pourquoi? Parce que c'est souvent la famille choisie qui vient se substituer à la famille d'origine lorsque la famille d'origine vient faillir à ses obligations, ne soutient pas ou est ouvertement hostile aux personnes non hétéros ou non cisgenres. Donc,
Enfin, il n'y a pas nécessairement de truc. Ce que je remarque en termes de constitution des familles choisies des personnes queer de mon entourage, on est souvent sur des cas de figure assez diversifiés. Des anciens ou anciennes partenaires, des gens qu'on a rencontrés dans le milieu de travail avec qui on a sympathisé, des gens, des amis de longue date dont on a appris qu'ils étaient queer plus tard. Donc, il n'y a pas de formule magique, mais il y a des schémas qui sont très éclectiques et qui correspondent au parcours de vie des personnes, évidemment. Moi, je vais partager un peu mon vécu. J'ai l'impression qu'à Paris, en tout cas, jusqu'à la trentaine, on peut vivre en meute d'amis sans trop être influencé par un modèle normatif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et arrivé autour de la trentaine, je me suis dit, ah oui, il va falloir que je fasse un effort conscient d'aller chercher mes frères et sœurs de pensée. Sinon, tous les gens dont je vais être proche, etc., je vais finir par passer au second, au troisième plan quand il y aura le big love. Et une fois que c'était arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je me suis dit, OK, ils sont où ceux qui pensent comme moi et ceux qui veulent pas forcément le mariage, machin, nanani, tout ça. Et une fois qu'on fait l'effort de les chercher, on les trouve. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, en tout cas pour moi, un peu de mélancolie, de me dire combien de fois ça va se répéter d'être au centre et puis après de me faire tège pour un mec ou une meuf, et puis après qu'on me rappelle quand le mec ou la meuf fait de la merde. Évidemment. Et je reviens toujours en plus. Mais et ça, j'ai trouvé ça très beau. Et moi, je l'ai trouvé un peu mes frères et sœurs de pensée dans le monde un peu des communautés alternatives, dans le monde du milieu artistique, aussi dans les univers queer, très sincèrement. Voilà, moi, c'est là où je suis allée les chercher, pour vous donner un peu des petits tips. Voilà. Toi, Camille, où t'es allée chercher ta galaxie ? Ça s'est vraiment fait très, très naturellement dans mon cercle d'amis, de cercle aussi artistique, de danse, etc., où j'ai longtemps été la seule à avoir un enfant, un peu toute seule. Mais les gens se sont vraiment impliqués et réciproquement. Enfin, ma fille les adore, s'intéresse à ce qu'ils font, à leur travail, à leur vie. Enfin, alors que c'est un petit enfant, elle pose des questions. Et à contrario, ils se sont sentis concernés sans leur refourguer le bébé pour avoir du babysitting gratuit. Pas trop souvent. Mais le lien s'est fait naturellement avec des amis qui étaient déjà là, donc on a déjà forcément des communautés de pensée, etc. Et même avec des collègues plus éloignés, l'implication se fait dans les deux sens. Je trouve ça assez chouette parce que ma fille se sent impliquée dans vraiment beaucoup de vie. Et j'ai rien contre ça, encore une fois, c'est toujours aussi ce truc, je ne cherche pas à être tout pour elle. C'est un peu dur. Non, en fait, non. On n'a pas besoin d'être tout pour elle et je suis ravie qu'elle ait beaucoup de personnes qui font son tissu, qui font sa galaxie. Ouais. Et toi, Mariama ? Tout pareil, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est vrai que j'ai des amis de très très longue date, de plus de 20 ans que j'ai pu conserver parce qu'on a eu des trajectoires de vie qui sont similaires, plus ou moins similaires. Et je me dis, quand on parlait de galaxie, c'est totalement ça, dans le sens où ma fille, elle a un tonton ours gallois, elle a des tatas bizarres turcs, et puis toute une galaxie de chinois, d'indo malgaches, et on adore ça. Mais en même temps, je ne peux m'empêcher de penser aux limites presque pratiques de ce genre de communauté, dans le sens où on y réfléchit beaucoup au sein de l'association, à savoir que dans le cadre de la soloparentalité, comment faire famille autrement d'un point de vue purement pratique, et se pose des limites, on va dire, architecturales, dans le sens où on a des personnes qui aimeraient se mettre à plusieurs pour pouvoir partager les soins, la charge, etc. Et aujourd'hui, trouver un espace suffisamment grand et à des prix abordables pour que 4-5 personnes puissent vivre ensemble en colocation, c'est juste impossible, que ce soit dans Paris Intramuros. Et alors, il y a des projets qui se mettent en place, il y a des filles au sein de l'association qui y pensent, au sein de Diversel aussi, qui y pensent, mais voilà, le concret dans Paris Intramuros, ça reste excessivement cher pour les femmes, en tout cas de notre association, même en sortant en grande banlieue. Alors, on sait qu'il y a aussi des projets qui se font en province, mais c'est de dire que ça commence à peine, alors que justement, on parle ici de faire famille autrement, de pouvoir se réunir, et finalement, ce sont des choses qui n'ont jamais été pensées. Or, c'est aussi une façon de pouvoir concrétiser cette manière de faire famille autrement et de pouvoir ne serait-ce que partager le quotidien. Parce que autant, oui, j'ai
je parlais du tonton ours gallois. Concrètement, moi, je suis dans l'Essonne, lui, il est dans le 93. Alors, oui, je peux l'appeler s'il y a un souci, mais s'il était à l'étage du dessus, ce serait parfait. Voilà, ce serait même mieux. Et ça pose des problèmes, des limites architecturales qui expliquent que même si la soloparentalité, la monoparentalité a toujours existé, elle n'a jamais été considérée à sa réelle valeur et on n'a jamais pensé à cette possibilité de pouvoir se réunir. Bien sûr, enfin toute l'organisation de la société, même comme tu le dis de façon architecturale, très concrètement, comment sont construits les logements, les maisons, sont basés autour de cette idée de la famille nucléaire. On pourrait envisager de créer des grands immeubles où on partage tous une grande cuisine, un grand jardin, où voilà, il y a une espèce de communauté de vie, un peu comme le seul moment où on le tolère, c'est peut-être quand on est étudiant, on se dit que c'est ok de vivre avec les autres, mais le reste du temps, il faudrait toujours se renfermer sur soi, dans son petit îlot, et c'est vrai que ça passe par des limites très concrètes. Justement, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme nouveau rituel ? Est-ce qu'on pourrait imaginer, je sais pas, des rituels d'engagement autres que le mariage et le Pacs, mais qui soient autour de l'amitié, autour de la coparentalité ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé ? Oui, évidemment, oui. Des choses auxquelles j'ai déjà pensé, auxquelles beaucoup de gens que j'ai interviewés pour mon livre ont pensé aussi. Souvent, c'est un peu par défaut, ça se fait en dialogue ou en reconstruction de ce qui est déjà en place. C'est-à-dire, par exemple, aussi simplement que le rôle de parrain-marraine, il y a des gens qui vont vouloir s'en emparer, en faire quelque chose, mais un peu, j'ai envie de dire, queerer la chose et de se dire, ben moi, mon enfant, il va avoir 3 parrains, 0 marraine, ou enfin, peu importe. Et se l'approprier en fonction des gens qui nous entourent, de qui on veut, à qui on veut conférer un rôle spécifique dans la vie de notre enfant, etc. Donc, je pense qu'il y a un besoin pour ça. Il y a un besoin de partager notre manière de se ritualiser. Je pense qu'il y a un besoin de rituel et un besoin de rituels aussi, et je terminerai là-dessus, mais qui ne sont pas uniquement axés sur le genre et l'importance du genre des personnes concernées. Donc, beaucoup de rituels autour de la naissance et de l'accueil d'un enfant sont des rituels qui sont par définition très genrés et qui ne correspondent pas ou plus à ce que bien des personnes cherchent à l'heure actuelle. Comme les gender reveal parties. Camille ? J'imaginais une non-binary gender reveal party. Quelle couleur on va mettre Non, mais ça, il n'y en a pas trop chez nous, mais bon. Mais oui, tu parles toujours sur les nouveaux galaxie. Rituels ou sur les galaxies ? Moi, personnellement, je mise tout sur l'amitié, je pense. Mais l'amitié où on manque de mots pour définir l'amitié amour, il manque des couleurs là-dedans, il manque le mot qu'on n'a pas. Et la quarantaine frappant fort, je pense même au grand âge. Mon projet, moi, c'est de vivre très clairement, on s'en parle déjà, de vivre en communauté avec mes amis plutôt que d'être tout seul, triste dans un appartement ou une maison, comme le sont les grands-mères, voilà, et de vivre ensemble. Et du coup, avec un projet architectural. De vivre ensemble dans un habitat collectif, enfin, tous ensemble, entre amis. C'est un sublime mot de la fin. Merci à toutes les trois. Et je remercie aussi Charlotte Bex, notre productrice, et Paul Berthiaud, notre réalisateur. Et voilà, vive les bébés.